7 mois après l'apparition de la maladie à Ebola, les mesures de riposte dans les pays touchés et de prévention dont ceux épargnés se multiplient. Au Togo, pays épargné, les autorités mettent à jour leurs dispositifs préventifs à travers la réunion entre le Premier ministre et les experts de l'OMS. Les professionnels locaux de la santé, eux aussi, se mobilisent pour l'efficacité de ce dispositif. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo a réuni ses membres de toutes les régions du pays à Lomé pour un état des lieux des dispositions sanitaires de l'heure. Et puis le Togo et le Bénin se préparent pour la réalisation de leurs rêves comme la construction du barrage d'Adjarala sur le fleuve Mono. Au titre de ces préparatifs, l'implication des populations riveraines dans ce projet par les audiences publiques. C'était l'essentiel de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue pour le 20h sur la première. Je le disais en titre, depuis l'apparition de la maladie à virus Ebola en Guinée et face à sa progression dans d'autres pays, les autorités togolaises ont mis en place un dispositif pour contrer la maladie qui épargne le pays. Mais quelles sont les efficacités d'un tel dispositif? Le chef du gouvernement, Célia Godi Aoumezounou, a recueilli ce matin les avis et impressions des partenaires et experts de l'Organisation mondiale de la santé. Le compte rendu avec Christine Péchiké-Aloudey. La maladie à virus Ebola continue de faire des victimes dans la sous-région ouest africaine. Plus d'1 millier de morts a été enregistré. Dès son apparition, le gouvernement a pris des dispositions parmi lesquelles le comité de coordination qui regroupe les cellules chargées de l'hygiène et assainissement, de prise en charge de la communication, la cellule laboratoire et enfin de veille. À ce jour, le Togo n'est pas touché par le virus, mais pour le gouvernement, il ne faut pas du tout baisser la garde. Le chef du gouvernement, son Excellence Artem Seleagodji Aoumezounou, a souhaité cette rencontre avec les partenaires impliqués pour se faire une idée sur le profil de toutes les activités menées surtout par chaque cellule et aussi identifier les points à améliorer. La réunion de ce matin consistera à demander aux responsables des différentes cellules de faire un peu le point du mécanisme de prévention et de prise en charge dans sa globalité. Ensuite, d'avoir surtout les observations de l'OMS à travers l'expert qui nous a été délégué et qui a évalué un peu le dispositif et qui donc va nous faire un certain nombre de propositions d'amélioration des différents points de ce dispositif. Présentation qui donnera lieu à des échanges avec les uns et les autres afin que nous puissions ensemble sortir de cette réunion en étant certains que nous continuons à améliorer le dispositif sur tous les plans, mais que nous avons aussi les moyens, tant financiers que matériels, pour effectivement intervenir au cas où nous aurions certaines situations qui nécessiteraient une prise en charge d'éventuels cas de cette maladie. Je dois donc dire que cette réunion est une réunion qui fait un peu le point de ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, mais qui démarre encore un peu mieux les activités. Nous devons être certains d'une chose. Il est important d'avoir un dispositif de prévention, mais il faut réfléchir aussi à la prise en charge d'éventuels cas, ce qui suppose des moyens en ressources humaines, des moyens matériels, des moyens financiers. Alors, notre réunion de ce jour permettra d'évaluer tous ces points-là et de voir ce qu'il faut faire encore pour que le dispositif soit encore plus efficace. Ensuite, de voir, après les interventions du gouvernement en termes d'appui matériel et financier, ce que les partenaires peuvent aussi apporter, parce qu'il est utile que ce soit de manière globale et générale que nous voyons cette question, tant en ce qui concerne le dispositif lui-même que l'implication des uns et des autres. Au niveau des ressources humaines, nous devons avoir une idée très claire de ce qu'il faut pour répondre à cette maladie, mais aussi être certain que nous avons les ressources humaines à tous les niveaux, les différents dispositifs qui sont mis en place, tant au niveau des centres d'isolement que des postes avancés, au niveau des postes frontaliers. Nous devons avoir une idée de tout cela. Et donc la mise à disposition de moyens pour que ces mécanismes fonctionnent est un élément important du dispositif. Mais je crois aussi que si nous sommes certains que ce dispositif est mis en place, qu'il est efficace, qu'il y a des moyens pour le faire fonctionner, cela rassurerait aussi les populations, mais surtout le corps médical, parce que c'est important que ce corps médical soit en mesure d'intervenir à tout moment de manière efficace.
sans avoir la moindre appréhension par rapport au fait qu'elle n'aurait pas les moyens d'intervenir efficacement, mais qu'elle risquerait elle-même aussi, en raison du fait peut-être que les dispositifs n'auraient pas prévu tous les moyens d'intervention, qu'elle risquerait même de devenir un vecteur de transmission de cette maladie. Quoique cela ferait beaucoup de tort à la lutte contre cette maladie. Donc il est important que nous examinions avec la meilleure franchise possible ce qu'il faut pour améliorer le dispositif et pour être certain que nous sommes parés pour répondre à toute éventualité. Depuis l'apparition de la maladie dans la sous-région, le Togo est soutenu dans la prise des mesures préventives par l'ensemble des agences du système des Nations Unies. L'OMS a mis 1000 kits à la disposition du gouvernement pour lui permettre d'améliorer le système de prévention et de riposte mis en place a été évalué par la mission de l'OMS. Les résultats de l'évaluation relèvent aussi bien des acquis que des insuffisances. Toutes les commissions ont commencé leur travail et des actions ont été posées. Je pense que le défi que nous avons, c'est au niveau de la coordination. Nous voyons que les commissions travaillent, mais il faut à un moment donné qu'elles puissent se rendre compte de leurs difficultés et des besoins qu'elles ont afin que ces besoins-là puissent être couverts. Nous avons pu voir que le laboratoire de Lomé, de l'hygiène publique, avait un projet qui date déjà de plusieurs années pour pouvoir élever son plateau technique. Donc nous encourageons cette initiative et nous allons faire le plaidoyer tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des partenaires pour voir comment est-ce qu'on peut aider le pays à accomplir ce projet-là. Dans la rubrique des points à améliorer, il a été noté que les informations reçues aux différents points d'entrée ne sont pas bien exploitées et qu'il existe aussi un manque de lien entre les différentes structures mises en place. Il faudrait également identifier les couloirs terrestres à grand risque de transmission et y renforcer les capacités des agents. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a certaines insuffisances. Nous allons multiplier les rencontres pour que la communication passe au niveau des différentes cellules. Pour pouvoir gérer cette maladie, il faut que le maximum de personnes soient informées sur la maladie-là et sur ce qu'il faut faire. C'est pour cela que nous avons prévu pour demain la formation des cadres du système de la santé. Depuis l'identification de la maladie dans la sous-région, 3 cas ont été suspectés au Togo. L'un des cas a été écarté. Pour les 2 autres, les analyses dans les prochains jours permettront de les confirmer ou infirmer. Les mesures de sécurité doivent donc être renforcées sur l'ensemble du territoire national et les populations sont appelées à plus de vigilance et à adopter des comportements responsables. Toujours dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola, je vous donne maintenant lecture de cet arrêté portant création du comité de gestion de la maladie. Le ministre de la Santé, vu la loi numéro 2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé de la République togolaise et vu la nécessité de services, arrête. Il est créé au ministère de la Santé un comité de gestion dans le cadre de la prévention et de la riposte à maladies à virus Ebola. Le comité de gestion est constitué des organes ci-après. Une cellule de coordination, des cellules techniques qui sont la cellule information, éducation et communication, celle hygiène et assainissement, cellule de prise en charge, cellule laboratoire, cellule logistique et cellule de veille, des centres d'isolement et de prise en charge des cellules techniques régionales, un comité de partenaires, un fonds spécial. Le comité de gestion de la maladie à virus Ebola a pour mission de renforcer les capacités nationales pour la prévention et le contrôle de la maladie à virus Ebola au Togo. Spécifiquement, le comité a pour objectif de renforcer la coordination des interventions de lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola à tous les niveaux. La surveillance active et l'alerte précoce pour faire face à une épidémie de la maladie à virus dans le cadre de la SIMR et du RSI 2005. L'information au public et la mobilisation sociale. Les capacités de prise en charge médicale des cas suspects de la maladie et psychosociale des survivants et des familles des victimes. Les capacités de diagnostic au laboratoire, les mesures d'hygiène et d'assainissement pour la prévention des contaminations au niveau des structures sanitaires et dans la communauté.
Les membres de la cellule de coordination, cellule information, éducation et communication, cellule hygiène et assainissement, cellule de prise en charge, cellule laboratoire, cellule logistique sont à découvrir dans le quotidien Togo Presse. Les cellules techniques sont représentées au niveau de chaque région sanitaire par le directeur régional de la santé, le point focal régional surveillance épidémiologique, le logisticien régional, le chef service régional IEC, le chef service hygiène et assainissement, le chef service laboratoire du CHR et du CHU Kara pour la région de la Kara, le médecin-chef de médecine du CHR et du CHU Kara, le médecin-chef de pédiatrie du CHR et du CHU Kara. Il est créé dans chaque centre hospitalier régional un centre d'isolement et de prise en charge et d'éventuels cas de maladie à virus Ebola. Le centre d'isolement du CHU Campus est le site de référence national. Le comité des partenaires regroupe l'OMS, chef de file, UNICEF, OOAS, UNFPA, Croix-Rouge togolaise, Plan Togo, AFD, Togo Télécom, Togo Cellulaire, Move, ANAC, Port Autonome de Lomé, TVT, Editogo, SALT. Chaque cellule élabore son plan de lutte qui sera intégré dans le plan global de gestion de l'épidémie. Les différentes cellules peuvent s'adjoindre d'autres compétences en cas de besoin. Pour la gestion, la prévention et la riposte à maladie à virus Ebola, un fonds spécial est créé. Ce fonds spécial est alimenté par une dotation spéciale de l'État et des partenaires. Le secrétaire général du ministère de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Signé le ministre de la Santé, le chef du gouvernement, Kwesi Selagodji Aoumé Zounou. La suite de cette édition à présent, Ebola est devenue aujourd'hui une urgence de portée mondiale. Au Togo, les forces publiques s'activent pour prévenir la maladie. À cela s'ajoute la participation des médias, presse écrite, radio et télévision. Qu'est-ce qui se fait exactement à leur niveau pour sensibiliser les Togolais sur les mesures préventives d'Ebola? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Rachel Aoukou et Antoinette Romao. Vovor. Pour informer les populations sur la gravité de la fièvre hémorragique Ebola, les médias se sont engagés aux côtés du gouvernement pour prévenir cette épidémie très mortelle. Depuis quelques semaines, nous avons confectionné des bandes en français et en langue locale, le Mina en l'occurrence, que nous diffusons, des bandes qui contiennent des messages de sensibilisation disant aux populations ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent éviter et éventuellement lorsqu'ils se retrouvent devant une personne présentant des signes apparentés au virus, à la maladie Ebola, ce qu'ils doivent faire. Donc, ajouté à cette bande, nous faisons quasiment chaque semaine des émissions à des heures de grande écoute. Au niveau de notre journal, je crois que d'abord nous essayons de relayer toutes les informations liées à cette épidémie, aussi bien les initiatives que prennent les différentes autorités qui sont sur la question. Nous relayons ces informations-là. Et puis particulièrement à notre niveau également, nous essayons également d'intensifier notre communication sur les mesures de prévention, puisqu'à ce jour, il n'y a pas encore de cas déclarés au niveau du Togo. Et donc nous essayons de reprendre comme on peut toutes ces mesures-là qui sont listées un peu partout pour essayer d'attirer l'attention de nos lecteurs. Constater que dans certains centres, qui ne sont pas les centres hospitaliers, dans certains petits centres de santé, lorsque il y a des personnes à risque, on les aborde sans gants, sans protection faciale, et on se demande si c'était des vrais cas d'Ebola, comment ils vont faire. Donc notre message, c'est que la sensibilisation soit encore plus dosée, de manière à ce que la population soit vraiment au courant, aussi bien à Lomé que dans l'intérieur du pays. À cela s'ajoutent des émissions en langue locale pour toucher toutes les couches sociales. Après que le gouvernement ait communiqué les mesures
d'urgence, nous avons organisé une émission interactive lors de notre édition du journal parlé de cette heure-là, Audi Actu. Donc effectivement, les auditeurs ont réagi. Si on dit Ebola est là pour tuer à Yao, je serai en fuite. Donc tout le monde va fuir si nous ne prenons pas les précautions, si nous n'informons pas nos familles, etc. On fuira tous. Mais nous, on est sûr que ça ne viendra pas dans ce pays. Et la seule condition, c'est de jeûner, de prier pour que les mesures du gouvernement soient appliquées par tout le monde. La fièvre hémorragique Ebola qui s'étend en Afrique de l'Ouest a jusqu'à présent épargné le Togo. Des efforts ne cessent d'être faits de part et d'autre pour mettre la population à l'abri de cette maladie. Le magazine Sika détend, lui, l'atmosphère à travers ses caricatures assez drôles, mais porteuses de messages susceptibles d'attirer l'attention des populations sur la nécessité de respecter les mesures préventives. Il revient à tout un chacun de prendre conscience de l'existence d'Ebola et d'adopter des comportements responsables comme recommandé par les services compétents. Et dans les pays déjà touchés, l'heure est à la riposte et à la circonscription de l'épidémie. En Sierra Leone, par exemple, plusieurs localités touchées sont mises en quarantaine. Mais la préoccupation majeure de l'OMS est d'éviter que ces populations isolées ne souffrent d'aucune pénurie alimentaire. Regardez. A priori, tout semble normal dans les rues de Freetown en Sierra Leone. Pourtant, avec le développement d'Ebola, les risques de pénurie augmentent. Certains comtés sont mis en quarantaine. Les policiers établissent des barrages et empêchent l'accès à certaines zones agricoles. La viande de brousse est toujours fortement déconseillée. Pour éviter la crise alimentaire, l'Organisation mondiale de la santé intervient. Pour éviter plus de contamination d'Ebola, il est crucial, il est essentiel que les gens dans ces zones aient accès à la nourriture, à l'eau, à une bonne situation sanitaire, ainsi qu'à d'autres objets basiques. Au Libéria, mais aussi en Sierra Leone et en Guinée, le Fonds alimentaire mondial affirme qu'il nourrira à terme 1 million de personnes. Les employés de l'organisation sont déjà à l'œuvre dans les 3 pays. Les opérations sont très intenses et nous comptons accélérer quand les besoins augmenteront. Si nous allons dans un autre pays, vous verrez que les mêmes opérations s'y déroulent. Nous voulons anticiper les problèmes et non pas attendre pour réagir. Les régions mises en quarantaine sont les premières bénéficiaires du fonds alimentaire. Par définition, les habitants ne peuvent en sortir. Impossible donc pour eux de se nourrir sans aide du programme alimentaire mondial. Au Sierra Leone, l'organisation prévoit une aide pour un peu moins de 10% de la population. Notre objectif est de servir 400 000 bénéficiaires, car nous savons que l'épidémie d'Ebola a affecté les moyens de subsistance des Sierra-Léonais. Nous pensons même qu'une fois l'épidémie contrôlée, il y aura une pénurie alimentaire. Pour l'heure, les pays touchés par Ebola ne connaissent pas encore de pénurie, mais la vigilance est de mise pour endiguer toute aggravation de la situation. Autre actualité au Togo, l'Agence nationale de gestion de l'environnement veut impliquer les populations dans la réussite du projet de construction du barrage d'Adjarala sur le fleuve Mono. Mardi, elle a organisé à Noche des audiences publiques afin d'informer les populations sur le rapport provisoire des études d'impact environnemental et social du projet. Nathalie Panégué. La construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala au centre de ses premières audiences publiques à Noche. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE a voulu informer toutes les parties prenantes impliquées dans ce vaste chantier, notamment les populations, sur le rapport provisoire des études d'impact environnemental et social commandité par la communauté électrique du Bénin. Objectif, recueillir les propositions pour parfaire le document avant sa validation le 29 août au Bénin. Les autorités ont voulu que ce projet soit approprié par les populations togolaises, les populations dans leur ensemble et surtout les populations concernées par le projet. Donc ils ont voulu qu'ils s'impliquent dans le projet et qu'ils participent au développement de ce projet. 2614 hectares de terres agricoles seront noyés dans ce projet et selon le recensement effectué, 11 983 habitants togolais déplacés seront dédommagés et réinstallés. Le projet va être réalisé, mais il n'a qu'à prendre en compte nos préoccupations.
réactualiser le recensement, surtout le recensement. D'une hauteur de 50 mètres, le barrage d'Adjagala sera construit sur 82,6 km² dans la zone des rapides d'Adjagala, où le fleuve Mono sert de frontière entre le Togo et le Bénin. Sa production annuelle, 461 GWh, soit près de 3 fois l'énergie électrique produite par Nangbeto. Nous sollicitons l'intelligence des populations et nous demandons aussi aux ONG qui sont impliquées dans ce dossier de nous aider à sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent que c'est un bien pour nous tous. Toutes les préoccupations soulevées ici par les populations seront donc prises en compte le 25 août lors des deuxièmes audiences publiques dites argumentaires. Un bon début pour la réussite de ce grand projet qui tient à cœur les présidents béninois et togolais. Direction maintenant Palimé pour une session de formation sur la formulation et l'élaboration des budgets programmes des collectivités territoriales. Le cabinet Carrefour de compétences africaines et la mairie de Sokodé ont organisé cette rencontre d'échange à laquelle ont participé des cadres venus du Togo et du Burkina Faso. Le compte rendu avec Nancy Tchana et Rachel Aokou. Le budget programme 2015-2017 de la mairie de Sokodé, élaboré après 14 jours de retraite à Kbalimé. Les cadres des administrations centrales déconcentrées des collectivités territoriales sont parvenus à recadrer le budget de la commune de Sokodé selon les directives de l'UEMOA. Cette norme, introduite par l'Union, exige la transparence dans la gestion des ressources des collectivités locales. L'État togolais, avec à sa tête le chef de l'État, a opté pour une gestion transparente. Voilà pourquoi la collectivité de Sokodé a élaboré sa vision 2025. De cette vision, nous avons essayé d'élaborer un budget programme sur 3 ans qui nous permettra ici de voir à moyen terme nos ressources que nous avons afin de pouvoir les gérer à bon terme pour la visibilité de toute la population de la commune. Les travaux ont été consacrés au processus de décentralisation engagé au Togo et au Burkina Faso. C'est un exercice préparatoire pour les agents appelés à gérer les collectivités territoriales. Les États membres de l'UEMOA se sont engagés dans une réforme des finances publiques pour aller vers les budgets programmes qui sont donc une nouvelle manière donc de présenter le budget de l'État et des collectivités pour permettre de le rendre plus lisible, mais aussi pour permettre un meilleur suivi de son exécution. Et donc les collectivités sont en train de s'engager également sur ce processus. L'expertise du cabinet Carrefour de compétences africaines de CA Togo a été sollicitée pour conduire les travaux de ces assises. L'élaboration des budgets programmes des collectivités territoriales est une étape importante du processus de décentralisation et la commune de Sokodé entend se moderniser en adoptant de telles mesures de bonne gouvernance. Ce n'est plus un secret, le Togo est en chantier. Outre les infrastructures qui changent le visage du pays, il y a aussi les réformes administratives. La modification de l'ancien code douanier en est une. Les opérateurs économiques de l'import-export ont plus d'avantages dans ce code qui fait d'eux des partenaires des douanes. Quels sont donc ces avantages et innovations apportées au code des douanes? Les réponses dans l'autre dossier de cette édition signée Essoham Théotéou. Le gouvernement togolais est plus que déterminé à promouvoir le commerce et à faire du Togo un carrefour des affaires. Carrefour attractif par la célérité des transactions, attractif également par la levée des lourdeurs administratives et douanières. Le 10 avril dernier, un nouveau code des douanes a été adopté par l'Assemblée nationale et promulgué 18 jours après par le président de la République. Ce code se veut un nouvel outil moderne de travail conforme aux normes internationales. Comme certains accords internationaux au niveau de l'OMC et au niveau de l'OMD, ces accords-là prévoient que les administrations des douanes soient plus transparentes, soient plus prévisibles et que ces administrations-là soient aux côtés des usagers et qu'on puisse leur offrir un service de qualité pour que nous puissions percevoir et sécuriser les recettes douanières.
Le nouveau code adopté, le Togo fait désormais partie des pays modèles et peut donc adhérer au protocole de Kyoto révisé, protocole axé sur la facilité du commerce. Les opérateurs économiques œuvrant dans l'import et export y trouvent beaucoup d'avantages par rapport à l'ancien code. Si nous prenons le traité de l'UMOA, ce traité prône la libre circulation des biens et des personnes, ce que le code de 1966 ne prévoyait pas. Ce code prévoit maintenant cela. Et les personnes peuvent circuler librement dans les espaces communautaires et plusieurs barrages, disons, physiques sont éliminés. Vous devez le constater sur les routes maintenant. Pour le transit des marchandises, les usagers n'éprouvent plus tellement de difficultés à traverser un pays pour aller dans un autre. À ces avantages, il faut ajouter qu'il est dorénavant possible pour les opérateurs économiques de faire des recours, de réclamer leurs droits et de contribuer à redorer l'image des douanes togolaises. La nouvelle dynamique de gouvernance jumelant les deux régies financières, douanes et impôts, a apporté au commissariat des douanes et droits indirects plus de vivacité et de technicité dans la gestion. Et donc, ceux des opérateurs économiques qui se feront distinguer comme des partenaires modèles seront récompensés selon une stratégie mise en place. Ce communiqué pour poursuivre cette édition, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique porte à la connaissance du public à l'issue du concours d'entrée de la promotion 15, c'est-à-dire 2014-2016 de l'IRES-RDEC. Entendez, Centre régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, qui s'est déroulé les 14 et 15 avril 2014, sont déclarés admis et par ordre de mérite les candidats dont les noms sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. La rentrée académique de la promotion 15 est fixée au lundi 22 septembre 2014 à 7h30. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la direction générale de l'IRES-RDEC, 6 dans l'enceinte de l'École nationale d'administration ENA, face à la grande poste de Lomé, au téléphone 22 22 44 33. Le commissariat de police du 3e arrondissement de la ville de Lomé vient de réussir à élucider 2 affaires relatives au cambriolage de domicile et boutiques. Les présumés auteurs de ces délits, Gakoti Komi et Goka Samuel, tous de nationalité togolaise, ont été présentés ce matin à la presse. Le récit des faits avec Ali Ouro Titi. Ces 2 individus sont désormais dans le collimateur de la justice togolaise. Komi Gakoti et Samuel Goka ont été interpellés par le commissariat de police du 3e arrondissement de la ville de Lomé pour vol d'ordinateurs portatifs et de bureaux et bien d'autres matériels informatiques. En effet, dans cette nuit, l'intéressé avec d'autres ont sauté la barre de protection de l'entrée d'une boutique de vente et réparation d'appareils électroniques au quartier Tochi pour emporter 25 ordinateurs portables, dont 17 en réparation et 8 en vente, 7 écrans bureaux, 10 disques durs, 2 portables de marque Samsung, divers chargeurs et batteries. Après les investigations, presque tous les objets ont été retrouvés. Et les 2 malfrats en fuite sont en possession de 10 disques durs et 2 ordinateurs portables. Ces présumés coupables de nationalité togolaise ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils seront présentés à la justice dans un bref délai pour répondre de leurs actes. Et puis, vous suivrez ce soir, à partir de 21h, une nouvelle émission, Le Contribuable. C'est un magazine que vous allez suivre donc tous les mercredis grâce à un partenariat avec l'Office togolais des recettes qui s'offre ainsi une meilleure visibilité. Je vous propose maintenant de suivre un extrait de cette émission.
Quelques soucis techniques, donc nous reviendrons peut-être sur l'extrait de cette émission à suivre tout à l'heure à partir de 21h. Mais d'abord, les élèves du Togo sont en vacances et certains mettent à profit ce temps pour apprendre autre chose. L'association Art, Héritage, Culture a organisé une session de formation à l'endroit de plusieurs élèves sur la peinture et sur les percussions traditionnelles. Suivons la fin de la session qui a eu lieu au quartier Chaminade à Kara avec notre correspondant Nestor Mouzo. À l'initiative de l'association Art, Héritage, Culture AHC, ces enfants ont passé 3 semaines ici, à l'école primaire publique du quartier Chaminade à Kara, pour rendre utiles leurs vacances. Ils ont été formés dans 3 domaines, la peinture sur toile, les percussions traditionnelles et les danses africaines. Au lieu que les enfants s'ennuient à la maison pendant les vacances, au lieu qu'ils abîment leurs yeux avec la télé ou les ordinateurs, au lieu qu'ils jouent à des jeux violents, au lieu qu'ils jouent même dans la rue avec les risques d'accident, nous avons voulu récupérer certains enfants et travailler avec eux pendant 3 semaines, qu'ils oublient les écrans et qu'ils commencent à créer. Ils ne sont pas encore des artistes confirmés, mais déjà, à travers leurs produits, on peut estimer que l'avenir est prometteur. Chaque enfant a créé son œuvre en fonction de son inspiration. J'ai dessiné le village pendant la saison sèche. J'ai dessiné ça parce que quand j'étais au village, c'était la saison sèche. La couleur jaune montre que c'est la saison sèche. J'ai dessiné un masque africain. Parce que quand j'étais allée au village, on faisait une fête traditionnelle et j'ai vu des gens mettre. Les débuts ont été difficiles. Donc c'est au cours de la 2e semaine que les enfants même ont commencé par travailler normalement et jusqu'à la fin, jusqu'au cours de cette dernière semaine, eux-mêmes ont envie qu'on continue. C'est pour la 2e fois consécutive que l'association Art, Héritage, Culture a organisé des vacances utiles. 6 sites ont accueilli les vacanciers, 2 à Lomé, 1 à Thiévié, un autre à Ouatien et 2 à Kara. Sur l'ensemble de ces sites, les élèves bénéficiaires ont réalisé 150 œuvres d'art plastique. Ces œuvres seront présentées à Lomé à la première édition du festival Cri des Arts ou Carrefour des talents artistiques de demain. Ce concours va porter également sur les percussions traditionnelles et les danses africaines. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Mais notez le programme, la suite des programmes sur la télévision togolaise. Vous suivrez tout à l'heure les prévisions météorologiques et à 21h, vous suivrez le numéro 1 de votre nouvelle émission, Le Contribuable. Au revoir. 7 mois après l'apparition de la maladie à Ebola, les mesures de riposte dans les pays touchés et de prévention dont ceux épargnés se multiplient. Au Togo, pays épargné, les autorités mettent à jour leurs dispositifs préventifs à travers la réunion entre le Premier ministre et les experts de l'OMS. Et puis le Togo et le Bénin se préparent pour la réalisation de leurs rêves comme la construction du barrage d'Adjarala sur le fleuve Mono. Au titre de ces préparatifs, l'implication des populations riveraines dans ce projet par les audiences publiques organisées à Notchek.